lequel ce ne sera pas Henrik qui va parler pendant 1 heure sans arrêt. C'est plus comme un genre de conversation. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Évidemment, Henrik, au-delà d'être un conférencier dans ce cours-là, c'est un ami personnel de longue date. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans un autre contexte complètement. Mais c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière professionnelle dans le domaine de la mode il y a de ça plusieurs années maintenant. Comme vous allez voir, de toute façon, il va nous raconter son histoire professionnelle et personnelle. Il a commencé très très jeune dans ce domaine-là, qui a bifurqué dans d'autres domaines par la suite. Il va nous raconter son histoire, puis à travers la conversation qu'on va avoir, on va développer sur toutes sortes de sujets. Des sujets qui vont toucher évidemment plus son développement professionnel, mais aussi comment sa personne, son individu, est venu influencer son développement professionnel. Puis à travers la conférence aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant, évidemment, à lever votre main puis à poser des questions, mais à la toute fin, il va aussi avoir un temps, je pense, si vous voulez poser des questions. Fait que, je pense qu'on pourrait déjà commencer par peut-être si tu veux te présenter à tout le monde, puis expliquer un petit peu, t'es qui, d'où tu viens, puis... So yes, on peut commencer comme ça. Non, mais mon nom c'est Henrik Bassonnet, j'ai 24 ans, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai entrepris dans plusieurs domaines, mais comme Alex disait, j'ai tout commencé par les vêtements. Et avec le temps, la production et ainsi de suite. Ma première compagnie, ça a été Prone Brand, qui est une marque de vêtements. L'objectif était de promouvoir la liberté vestimentaire et la liberté d'expression. Fait que toute la brand a été basée sur créer une communauté puis que les gens se sentent bien dans cette communauté-là et veulent participer à cette communauté-là. Par la suite, j'ai rencontré un certain problème qui m'a amené à faire la production de vêtements et c'est que tout le temps, quand tu as une marque de vêtements, des grandeurs qui se vendent pas, des designs qui se vendent pas, des couleurs qui se vendent pas, puis ainsi de suite. Fait que t'arrives, t'as des pertes, faut que tu les vendes moins cher. Puis moi aussi, c'était un gros bug que j'avais eu à ce moment-là. C'était que je voulais faire toutes les couleurs, tous les designs, je voulais tout faire. Puis à un moment donné, je me retrouvais, je perdais de l'argent parce que ça dormait d'un rang. À ce moment-là, environ 6 à 8 mois peut-être après, je décide d'acheter ma première machine de broderie. Fait que là, à ce moment-là, je me dis, bon, j'achète juste du blank, il n'y a rien dessus. Puis au pire, si je le vends pas, je vais la revendre avec rien au même prix que je l'ai acheté. Ça sera pas dans les pertes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire la production de broderie pour moi, mais aussi tant qu'à avoir l'équipement, pourquoi pas le faire pour les autres. Spécialisé extrêmement au niveau des marques de vêtements, parce que c'est là-dedans que j'étais bon, j'avais réussi à scaler une marque. On vendait partout au Québec, on a fait affaire avec des influenceurs, même aux États-Unis. Nessa Barrett, peut-être, s'il y en a qui connaissent. On a vraiment scalé énormément, fait que ça nous amenait une crédibilité qu'on arrivait à broder pour les autres vêtements. Donc ça, c'est un peu le commencement de tout ça. Il y a eu d'autres projets reliés à ça. J'ai investi dans l'immobilier dans ces moments-là. J'ai eu ma compagnie de lettrage, de stickers avec Guillaume justement à ce moment-là. Puis avec le temps aussi, j'ai commencé à investir dans d'autres choses. J'ai eu une franchise Pop Avap. La compagnie de production, dans le fond, est devenue Brodam, peut-être qu'il y en a qui connaissent, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait qu'à place de faire juste des entreprises, on a dit pourquoi pas commencer à faire du particulier. Fait que monsieur, madame, tout le monde peut arriver puis venir nous voir puis dire OK, hey Henrik, moi j'aimerais savoir mon chausse, mon t-shirt, hoodies, etc. Peux-tu me le faire? Oui, certes. Fait que Brodam c'est spécialisé dans le 146 000 membres. Fait qu'à ce moment-là, on pouvait produire pour tout le monde et encore là, toujours spécialisé dans les brands parce que ça a toujours été un peu ça notre force à ce moment-là. Puis aujourd'hui, après 8 ans, pour faire l'histoire courte de tout le parcours, j'ai voyagé beaucoup, je me suis promené beaucoup, j'ai vécu des hauts et des bas. J'étais là, j'étais un peu partout, puis je pense qu'on va en parler, à chaque année on en parle un peu. Puis aujourd'hui, pour finir, je suis expert e-com, fait que maintenant je me spécialise vraiment énormément dans tout ce qui est l'e-commerce. Fait que j'ai découvert que j'avais une force là-dedans. Oui, beaucoup dans le branding à cause des marques de vêtements, mais beaucoup plus dans faire de la promotion, publicité, création de contenu, puis acquérir des clients et de l'optimisation de boutiques puis de e-com. Ça ressemble un peu à ça mon parcours rapidement, mon 8 ans en 5 secondes. Ouais, puis tu sais, comme tu as mentionné, ça fait plusieurs années que tu fais ça. Tu as commencé dans le domaine de la mode, tu as parlé de Prone qui était ta première marque de vêtements. Mais si je me souviens bien, quand tu as commencé vraiment, c'était pas des vêtements, tu as commencé à faire des accessoires. T-shirt hoodies. Ouais. Ouais, fait que t-shirt hoodies, il y avait. Directement à l'école secondaire. Ouais. Des commandes, tu sais, directement chez. Avec tes amis à l'école secondaire. Ah, ouais, c'est ça que j'ai pas dit. Ouais, ça a parti comme ça. Dans le fond, au début, ça a parti au secondaire. C'est vrai, c'est un bon point. C'est avec les années, des fois. Ouais, moi j'ai une bonne mémoire, meilleure que toi. C'était comme un projet d'école un peu. Ça faisait longtemps que je voulais partir de ma compagnie. À 14 ans, en fait, je voulais déjà comme. Je savais que je voulais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Fait que je traversais des choses. Puis à 16 ans, il y avait comme eu le projet, ça s'appelait projet personnel, en tout cas, whatever. Ouais.
Puis, dans le fond, ce projet-là, il fallait que tu fasses quelque chose. Fait que ça pouvait être une expo, tu voulais faire quelque chose. Moi, je voulais faire ma brand. Je voulais déjà faire ma brand, puis j'ai pris l'opportunité de le faire. Puis, avec ça, ben, ça m'a comme plugué un peu de dire, je peux rentrer dans toutes les classes. Fait que là, j'ai vraiment, ma première semaine que j'ai parti prendre, ça a été vraiment avec tous les amis, tout le monde de mon école. J'avais pas de site web, pas d'Instagram, nada, rien. J'ai juste fait le tour des classes. 5 000 $ en une semaine. C'est vraiment à partir de là qu'il a été le déclic, que j'arrête de travailler puis je me mets à temps plein dans ce projet-là. J'ai omis cette partie-là, mais qui est une partie qui est comme l'élément déclencheur de tout le reste après, en fait. Là. Mm-hmm. La première semaine de prompt qu'on a vendu, c'est vraiment ça qui a comme changé ma vie, on va dire. T'as-tu eu l'impression que ce moment déclencheur-là, ce déclic-là, ça a comme été une genre de... pas une drogue, là, mais ça a comme été un genre de boost là, qui t'a comme donné à piqûre, après ça t'as comme fait des capables d'arrêter? Ah ouais, 100%. Tu sais, exemple, t'as 16 ans, puis toi dans ta tête, t'as juste une passion, tu dis j'aime les vêtements, j'aime la mode. Puis là, tu te dis comme, moi je fais juste vendre à mes amis, là. Genre je pense pas que je vais faire de l'argent avec ça, je suis genre, pas à ce moment-là. Puis là, tu finis ta semaine, puis t'as 5000 $ cash dans tes mains, puis t'es comme, shit, ok, là, genre j'ai quelque chose entre les mains, là. Tu sais, c'est sûr que... Puis là, à ce moment-là, je dis pourquoi je travaille, pourquoi je vais travailler pour quelqu'un, pour dans ce temps-là, c'est un minimum, c'est genre 8$ peut-être, je sais pas, 9$, 10$, parce que je m'en rappelle plus. Pourquoi je fais ça? Tu sais, je viens de faire 5000 dans une semaine. Donc là, c'est ça vraiment que ça. C'est comme tu dis une drogue, je suis comme, j'en voulais plus. Avec le temps, ben, tu te dis, c'est pas ce plus-là qui sert vraiment à quelque chose, on s'en fout de ce plus-là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il te rend heureux? Tu sais? Fait que, mais oui, à ce moment-là, c'est une drogue qui est toujours présent. À ce moment-là, qu'est-ce qui te fascinait à ce point-là par le domaine de la mode? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dirigé vers ça? Je pense que ça a été beaucoup dans ma personnalité. J'avais des trous partout, j'avais des tresses qui m'arrivaient là, tu sais. C'était en moi la mode un peu, là. Je me faisais mes vêtements moi-même, j'avais des couteaux, je faisais mes trucs et tout, etc. Ça faisait partie de moi la mode, je veux pas. Puis pour moi, la mode, c'était aussi une moyen de communication à ce moment-là. C'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens, comme je disais, la raison du pourquoi j'avais fait partie de ce brand-là, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui, tu sais, ils n'étaient pas inclus, puis pourtant, juste parce qu'ils s'habillaient différemment, juste parce qu'il y a une façon de penser différemment, ben, ils ne faisaient pas partie des mêmes gangs que les autres. Moi, j'avais l'opportunité à ce moment-là d'être des cool, on va dire. Même si j'étais habillé différent de tout le monde, ben, le monde m'acceptait. Pourquoi? Je sais pas. Mais fait que j'ai utilisé cette force-là un peu pour vendre ce brand-là, pour dire check, toi t'as plus de la misère à te faire accepter, mais moi, moi je me fais déjà accepter, puis moi tu vas pas faire partie de ma communauté, tu vas te faire accepter. Il y avait déjà comme une idée derrière ton entreprise. C'était pas comme juste. L'idée de départ, c'était pas juste je vais faire de l'argent, même si c'est comme arrivé un peu par surprise, mais il y avait comme déjà une autre mission derrière ce que ça n'a jamais été une question d'argent au début. Oui, je savais que je voulais faire de l'argent, mais je pensais jamais que ça allait aller autant vite. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, quand je parle de prône, j'ai jamais sorti d'argent de ça. Tu sais, j'ai tout le temps tout réinvesti, j'ai jamais vraiment sorti d'argent de ça. Fait que, oui, j'ai fait de l'argent, mais à la fin de la journée, mes revenus ont tout le temps arrivé d'autres choses. Tu sais, à ce moment-là, j'avais fait des événements aussi. Je prenais l'argent des événements, je prenais pas l'argent de prône, je réinvestissais l'argent de prône. Puis j'avais déjà de l'argent de côté que j'avais commencé à travailler jeune. Fait que, tu sais, l'idée était vraiment authentique à ce moment-là, tu sais, de prendre, ben toujours, parce que sinon j'aurais encore prendre si ça serait pas authentique. Est-ce que tu penses que cette authenticité-là, c'était aussi ton authenticité à toi, malgré le fait que ben, tu étais quand même jeune, puis peut-être qu'à ce moment-là, tu te connaissais pas autant que tu te connais aujourd'hui? Ben, je pense que ouais, là, parce que je pense que c'est dur de vendre quelque chose que tu crois pas. Tu sais, je pense que c'est vraiment important de croire à ce que tu vends. Quand tu vends quelque chose que tu crois pas, souvent ça paraît, ça se ressent. Tu sais, si aujourd'hui j'essaie de vous vendre une chaise, puis je trouve que elle me donne mal dans le dos la chaise, mon temps de cadre de la vendre parce que ça fait longtemps que je fais de la vente. Mais genre, à la fin de la journée, tu vas peut-être le ressentir que je m'en calisse un peu de la chaise. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose, c'est que tous les projets que j'ai faits, j'ai tout le temps cru au projet, puis tu sais, si j'y croyais plus, je le vendais ou je le fermais, tu sais, parce que je sais que ça se ressent, puis moi aussi, ça te rend malheureux quand t'aimes pas quelque chose, ça à la fin de la journée, fait que... Je vais sauter du temps un peu, puis on va revenir peut-être à tes débuts après, mais quand tu fais justement un bond vers l'avant de, tu sais, Henrik 16 ans versus Henrik 24 ans aujourd'hui, où là, justement, tu as appris à te connaître comme personne puis comme entrepreneur, ben, as-tu l'impression que, on dit tes aventures professionnelles aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pas plus valides, là, mais est-ce que tu as l'impression qu'ils ont plus de puissance parce que, justement, ils sont plus authentiques?
Ouais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je fais quelque chose, je sens que j'apporte beaucoup plus de valeur que dans le temps. Même si j'en en apportais, parce que je l'apportais pas de la même manière. Tu sais, je pense que dans toutes les entreprises que j'ai eues, j'ai toujours apporté de la valeur, puis je pense que c'est vraiment important d'apporter de la valeur. C'est juste qu'aujourd'hui, je m'en rends plus compte que j'apporte de la valeur. Fait que je suis capable de contrôler cette valeur-là, on va dire. Dans le sens que je suis conscient que quand je fais X action, ça va apporter X valeur. Fait que là c'est là que ça devient plus puissant. Parce que tu sais, à cet âge-là, j'étais inconscient. Fait que je savais même pas que j'apportais de la valeur en fait. Tu sais, je le faisais. C'était cool, ok, les gens aimaient ça. Mais maintenant, je sais que j'apporte de la valeur. Alors, ça fait en sorte que je suis capable d'en donner encore plus. Ou je suis capable de contrôler aussi. Parce que la chose qui arrive des fois, c'est quand tu donnes de la valeur, c'est comme quand tu donnes 1 pouce à quelqu'un, il va t'en prendre 2 pouces. Mais là, tu es capable de mettre une limite à ça. Moi, à prendre des fois, je donnais un vêtement, je tripais trop, tu sais, moi. Je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui veut réellement t'encourager va payer le prix, puis il va être content de payer le prix, tu sais. Fait que tu y as apporté de la valeur, puis toi, à ton retour, tu y apportes de la valeur. Fait que c'est plus une question de reconnaissance de la valeur que tu es capable d'apporter, qui est venue avec le temps. Ouais, ben, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir cette reconnaissance-là, mais je suis capable de tu sais, comme le syndrome d'imposteur. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que t'es là, mais tu penses que t'es là. Fait que là, souvent, tu donnes plus, tu fais plus, mais t'aurais pas besoin de faire plus ou de donner plus. Ça, c'est tellement large, là, tu sais, dans le sens que toute ma vie, exemple, moi, ça a été ça, le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, là, t'évolues, à un moment donné, t'apprends, tu deviens quelqu'un, tu deviens comme une meilleure personne, on va dire. Puis là, tu te rends compte que, dans le fond, je connais ça, je suis bon dans ce que je fais. Pourquoi je donne de mon temps, tu sais, les gens qui vont à l'école, ils payent, vous payez pour être ici, tu sais, vous comprenez, tu sais, t'es payé pour enseigner, puis eux sont payés pour être ici, tu sais, l'échange de valeur est là, tu sais, fait que tout le monde y gagne son compte à la fin de la journée, c'est un peu la même chose. Souvent, quand t'es entrepreneur, tu sais pas trop c'est quoi ton prix, comment tu... Je sais pas comment je vaux à la fin de la journée, tu sais, fait que c'est plus là que... Avec le temps, tu catches un peu, ok, moi mon temps il vaut ça, mes expériences valent ça, fait que tu sais, je suis capable de te donner de la valeur, mais il y a une limite à la valeur que je peux te donner. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, non, ça fait du sens. Mais tu sais, c'est surtout cette idée-là, quand tu disais ton idée d'imposteur, que tu sais, je suis là, puis j'ai l'impression que je suis là, mais avec le temps, tu as vraiment réussi à comprendre où est-ce que tu es. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Est-ce que tu as l'impression que justement, au fil de tes expériences personnelles, où tu as vraiment rattrapé justement ce gap-là, est-ce que tu as l'impression que c'est comme venu en parallèle avec le fait que tu te connaissais plus comme personne? Ah, je pense que c'est important de faire beaucoup d'introspection. Souvent, quelque chose que je pense, c'est l'objectif, c'est pas d'être, exemple, 100% meilleur une journée, c'est d'être 1% meilleur chaque jour. Fait que tout part de là. Parce que 1% chaque jour, à la fin de l'année, tu vas être 3664, je sais plus c'est quoi la stat, là, mais meilleur dans ton année en pourcentage. C'est énorme, là. C'est bien mieux d'être 1% meilleur chaque jour pendant un an que 100% meilleur une journée. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas être 3664, whatever, je sais plus quel pourcentage, meilleur dans ton année. Parce que c'est l'intérêt composé. Parce que si une journée, t'es 1% meilleur, puis l'autre journée, t'es encore 1% meilleur. Fait que c'est 1.1, puis ainsi de suite. Fait que c'est à ce moment-là que, quand tu commences à faire cette rétrospection-là, puis tu sais, on en parlait chaque année, puis je pense qu'à chaque année que je viens, j'ai tout le temps comme un peu d'amélioration là-dessus. Puis c'est tout le temps à ce moment-là que tu es capable de devenir meilleur, puis tu es capable de te comprendre. Parce qu'une journée, tu dis, bon, aujourd'hui, c'est sur quoi que je vais travailler. Aujourd'hui, je décide de travailler sur mon physique. Je trouve que je suis pas assez lourd, on va dire. J'aimerais ça être plus musclé, whatever what. Ben, tu vas au gym 15 minutes, je sais pas de quoi. Tu as été 1% meilleur dans ta journée. Tu me dis, ouais, mais t'es juste allé 15 minutes, Henrik, t'as rien fait. Ouais, mais je l'ai fait. Tu sais, au moins. L'autre journée d'après, je veux être encore meilleur sur ma santé. Je veux un autre 15 minutes. Puis inconsciemment, à force d'y aller, tu y prends fun, puis finalement, tes entraînements de 15 minutes deviennent des entraînements d'1 heure, puis tu y prends plaisir, puis à la fin de l'année, tu te regardes, tu te tabarnak que j'ai pris 10 livres. Fait que c'est ça aussi d'être 1% meilleur. La même chose, les gens ils vont dire, ok, j'ai le goût de commencer à lire. Ils vont lire 50 pages. Ils sont brûlés, ils lisent plus pendant la reste de l'année. Lis une page par jour, parfois de l'année, tu vas en avoir 365. C'est rien, ça prend 5 minutes. Fait que c'est ça le 1% meilleur de tout le temps. Au moins faire quelque chose, puis de savoir dans où vous voulez le faire, que ce soit au niveau de la santé mentale, que ce soit de la santé physique, financière, connaissance, amicale, relationnelle. C'est 8 ans d'expérience d'entrepreneuriat qui m'ont amené à aujourd'hui dire que ma priorité, c'est beaucoup plus ma santé que l'argent que je vais gagner. Puis, parlant justement de tes 8 ans d'expérience, quand tu étais dans tes premières années, puis justement quand tu as terminé le secondaire, c'était quoi les gros premiers défis que tu as rencontrés quand tu as commencé
mettons, ta vie post Le premier défi, ben moi, je suis allé au cégep un peu. Fait que ça a été le premier défi, parce que je voulais pas aller au cégep. Fait que ça a été le premier défi. Ça a quand même bien été. La première session, j'ai tout passé, tout ça, etc. Puis là, à un moment donné, c'est l'enjeu, le gros défi que ça en est venu, c'est que là, j'avais mes business qui commençaient vraiment là, à prendre de l'ampleur. Puis là, j'avais mes cours. Mais moi, mes parents, ils ont tout le temps voulu m'amener vers l'université. Puis j'ai à l'université, puis c'est correct, de m'emmener vers le bon chemin, qui est juste normal en tant que parent, en fin de la journée. Mais moi, c'était pas là que je voulais m'en aller. Alors, ça a été un gros challenge de faire école, business. Puis à un moment donné, ben, j'ai juste menti, puis j'ai fait tout le monde qui chez moi, puis j'ai juste quitté l'école, personne ne le savait. Puis ben, tout le monde le savait, à part mes parents, excuse, mais... Puis à partir de ce moment-là, mon chiffre d'affaires est comme triplé, là, facile, là, genre dans une semaine. C'est juste le fait de prendre mes heures, tout ça. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, moi, à ce moment-là, mon business, ça faisait déjà 1 à 2 ans qu'il roulait. Je faisais déjà de l'argent avec ça et tout, etc. Ça a été un de mes plus gros, un de mes premiers challenges, de faire les deux ensemble. Après ça, il y en a eu plusieurs parce que à ce moment-là, je faisais pas encore assez d'argent. Je faisais assez d'argent pour vivre, mais une semaine sur deux, on va dire. Fait que là, une semaine sur deux, j'étais riche, puis l'autre semaine sur deux, j'étais pauvre. Fait que là, t'arrives, puis là, t'as pas de constance ou t'as pas d'argent de côté, fait que ça fait en sorte que si la semaine d'après, tu réussis pas à ramener de l'argent, ben, t'en auras pas plus, tu sais. Fait que, tandis qu'aujourd'hui, exemple, si je veux pas travailler pendant X nombre de temps, je travaille pas, puis that's it, tu sais. Mais ça, c'est les années d'accumulation, puis les années d'investissement qui font en sorte qu'aujourd'hui, je peux faire un peu ce que je veux. Mais à ce moment-là, j'avais pas ça, fait que ça, c'est un défi. C'est arrivé très souvent, il me restait 200$ dans le compte, je me suis dit, ok, shit, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, ben, je me soucie plus de ça, mais à ce moment-là, ça a été tout le temps une souciance, mais c'est correct, parce que c'est ça qui m'emmenait là aujourd'hui. Parce que là, t'es en stress, t'es obligé de faire de l'argent. Tu fais quoi? Tu trouves des moyens, tu fais un événement, tu sors une nouvelle collection, tu trouves un nouveau projet de business qui est payant, etc. Tu parles de stress, ça a-tu été des années qui étaient, de comparer à aujourd'hui, comment tu peux comparer le niveau de stress que tu vivais à ce moment-là? J'ai plus de stress aujourd'hui qu'avant, je pense. Parce que plus jeune, j'étais naïf. J'étais naïf, je faisais juste comme genre, je le faisais, puis je voyais pas forcément le stress. Genre, il me reste 200$ dans le compte. Fuck it, on va faire ça, puis genre, à la fin du mois, je finissais avec 8000. Puis aujourd'hui, je vis plus ce stress-là, mais je l'ai contrôlé. Fait que c'est correct, tu sais, je suis correct avec ça. Mais aujourd'hui, là, je suis comme, fuck, là, il me reste juste X 10 000 ou X 100 000 ou X whatever, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire pour le mois prochain, tu sais. Mais c'est genre, exemple, ok, là, j'ai pas fait d'argent pendant 1 an, là, qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais pourtant, tu fais le feedback, t'es comme, ok, ça fait 1 an, Henrik, que tu vis, genre, avec ton argent, pis t'as juste voyagé, pis t'as chillé. Pourquoi tu stresses, tu sais. Avant, tu stressais pas pour 200$, mais là, tu stresses parce que t'étais 1 an à chiller, genre. Tu sais, fait je pense que je vis beaucoup plus de stress aujourd'hui, mais très contrôlé. Je te dirais, là, le moment que j'ai vécu le plus de stress, qui a été le plus dur dans ma vie, ça a été au moment là, que j'avais une décision à prendre là, quand j'avais mon vape shop. Puis mon vape shop, c'était vraiment payant, ok? C'est une business qui était vraiment lucrative, mais une business qui me rendait vraiment malheureux. Dans ce temps-là, je buvais pratiquement tous les jours. Je dormais pratiquement pas. Genre, je travaillais, du exemple, de 8 à 9. Après ça, j'allais au bar. J'allais brosser jusqu'à... Des fois, je rouvrais à 8. Dans le fond, je dormais juste pas. T'sais, dans le sens que je veux dire par là, c'est que c'est un cercle vicieux trop intense. Puis là, à un moment donné, t'as la fatigue accumulée. Là, tes amis sortent tout. Puis là, puis là, tes amis font de l'argent aussi. Parce qu'à un moment donné, tu veux pas, à ce moment-là, tu te fais des amis qui sont en business. Parce que le mindset que j'ai puis qu'il faut avoir, c'est tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu tiens le plus. OK? Fait que si tu veux pas consommer, tiens-toi pas avec 5 personnes qui consomment. Parce que c'est sûr que tu vas finir là-dedans. C'est la même chose. Si tu veux faire 1 million par année, tiens-toi avec 5 personnes qui font 1 million par année. Je te jure, c'est sûr que tu vas le faire. T'sais? Fait que maintenant avec du monde faisait de l'argent. Mais je faisais du monde, maintenant avec du monde faisait de l'argent, mais aussi qui sortait beaucoup. T'sais? Fait qu'à un moment donné, je tombais dans le cercle là-dedans. Puis moi, la vape, ça n'a jamais été un produit qui m'intéressait. Quand j'ai acheté, c'est un circonstance que je suis arrivé là-dedans. C'est pas quelque chose moi, j'ai tout le temps comme vendu quelque chose qui aide les gens, on va dire. Puis la vape, ben, pour moi, j'aidais pas forcément les gens. C'était une addiction. Fait que j'ai jamais été comme... Ça n'a jamais été la business, même de zéro, qui me passionnait. Mais je trouvais ma passion là-dedans parce que je trouvais le côté que j'aidais les gens. Parce que là, j'étais comme, ok, la personne fume la cigarette, j'ai envoyé ça à la vape. Puis là, j'ai diminué sa nicotine jusqu'à zéro. Puis genre, je voyais vraiment comme... Je me voyais comme un sauveur. J'avais pas le choix parce que ça m'intéressait plus ou moins le produit en tout cas.
Mais tout le temps, je perdais de motivation, Fait que ça a été un stress, puis je voulais le garder parce que je voulais prouver que j'étais capable de le faire. Là. J'ai fait fermer un compétiteur, fait fermer un autre compétiteur. Puis là, tu sais, j'étais comme. T'as tout le temps l'adrénaline, comme on parlait tantôt, le premier 5000 qui était comme la drogue qui a fait tout le reste. Ben, c'est un peu la même chose à ce moment-là. C'est que je voulais juste être le plus gros shop. J'avais, en pied carré, je pense que j'avais le deuxième plus gros shop au Québec. Tu sais, j'étais énorme, tu sais, je voulais être insane. Mais à un certain moment, j'étais juste plus capable. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ça a été la chose la plus tough parce que quand tu as une entreprise, là, c'est comme ton enfant. Okay? Littéralement. Genre, tu t'en occupes comme ton enfant, tu le gères comme ton enfant, c'est la même affaire. J'ai pas d'enfant, mais je suis capable d'imaginer. Tu veux pas vendre ton enfant, tu veux pas te donner ton enfant. T'sais? Fait que même à un moment donné, tu dois faire des choix quand t'es malheureux puis tu vis du stress. Fait que moi, à ce moment-là, ça a pris plusieurs mois, j'étais en processus de vente. Puis qu'est-ce qui m'a changé, c'est que littéralement, j'ai vendu, ça a été ultra dur. Puis après ça, je suis parti, j'ai voyagé, puis tout ça. Cette année-là, j'étais venu ici, justement, ici. J'ai voyagé, j'ai pratiquement rien fait cette année-là. Là. J'ai travaillé, mais je chillais. Je retrouvais ma naïveté de quand j'étais au cégep, whatever, quand j'avais prendre. J'allais à ma boutique à Drummondville, Brodam, j'allais aider un peu Alexia, je faisais des petits projets, c'était là, j'avais mes amis qui faisaient la création de contenu, j'allais en faire avec lui, je me promenais un peu partout, je voyageais. Puis ça a été une année de renaissance. Cette année-là, ça a été l'année que j'ai appris à travailler sur moi. OK, qu'est-ce qu'il faut pour que je devienne une meilleure personne? Pour les autres, mais aussi pour moi. Ça m'a vraiment aidé là. OK, parfait. Je suis 8 heures par jour sur mon téléphone. C'est pas normal. Pourquoi que je me sens pas bien? Peut-être parce que je suis en train de scroller des TikTok 8 heures par jour. Tu sais, puis tu fais une rétrospection sur toi, puis à un moment donné, tu apprends à te connaître, puis tu te dis ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Puis c'est une question de perception, parce que des choses qui vont être bonnes pour toi, elles ne sont pas pour toi. Mais ça a été un gros travail de 6 mois, 1 an peut-être là, à triper et voyager. Mais pas triper comme que je tripais avant, que j'allais sortir au bar et tout ça. Triper sur des expériences, me promener, aller vivre des choses, puis apprendre des nouvelles affaires. Puis aujourd'hui, après les années, je fais encore ça aujourd'hui, mais là, je suis grind sur mes projets. Tandis que cette année-là, j'étais un peu moins grind, t'sais. Mais j'ai retrouvé mon grind. J'ai fait beaucoup de shows de danse, là, très jeune, fait que j'ai toujours eu besoin à contrôler mon stress. Parce que ça paraît pas, mais là, je parle, puis j'avais un stress avant. Mais je suis pas timide, vous m'écoutez, puis j'ai comme dit, pas timide, ce gars-là, il parle, puis il ferme jamais sa gueule, tu sais. Mais j'ai tout un stress, mais je pense que c'est juste comme, je le contrôle super bien, mais je pense des bonnes respirations, avant de faire quelque chose, prendre des bonnes respirations, puis la préparation. La préparation mentale, je dis pas d'écrire un texte, par exemple, on prend un exposé oral, moi j'improvise tout le temps 100%. J'ai toutes les conférences, j'ai jamais ma vie, j'ai jamais rien préparé, j'ai toujours été improvisé, puis même des fois des concours de pitch, là, j'improvisais. Je peux pas me préparer un texte, mais je peux me préparer mentalement sur les questions que les gens vont me poser ou me préparer mentalement sur qu'est-ce qui peut arriver. Sans overthink, parce que là, on embarque dans l'autre partie du stress. Okay? On est stressé, on sait pas pourquoi qu'on est stressé, ou on est stressé parce qu'on sait, il y a trop d'affaires qu'on sait qui peut arriver. Tu sais, c'est d'être dans l'entre-deux un peu de dire, OK, oui, il peut arriver ça, mais je veux pas être ici parce que je me suis préparé pour être là. Prendre là, dans le fond, j'ai parti avec 160$. Puis j'ai commandé, là, ça fait longtemps, mais genre un t-shirt, un hoodies, ou 2 hoodies, un t-shirt, whatever. Je passais des classes, j'étais genre, OK, je fais essayer, blablabla. J'avais des feuilles de papier, puis j'avais pas rien, tu sais, puis probablement personne des cartes de crédit. Puis là, je passais des feuilles de papier, là, coche, parfait, merci, les poches, partais chez nous. Tu sais, fait que les événements, c'était la même affaire. Fait que là, exemple, lui en particulier, que je parle du 200$, je pense que c'était 24 de show, me semble. Je me rappelle plus c'était lequel, là, mais lui, justement, c'était ça. Fait que là, j'avais pris ce 200$-là, j'avais acheté pour juste les étiquettes. J'avais rien dépensé dans rien d'autre. Fait que là, je vendais étiquettes. Puis là, aussitôt que l'argent rentrait, ben là, c'est facile. Là, t'as vendu ce couple d'étiquettes. Bon, là, t'achètes les décos. Là, t'as vendu d'autres étiquettes. Là, t'achètes ci. Là, à un moment donné, là, c'est le temps de faire le dépôt DJ. Là, t'as vendu ce couple d'étiquettes. Fait que là, c'est sûr que là, tu viens un stress. Parce que si je vends pas, ben là, t'es pas capable de faire ton dépôt de DJ, ton ci, ton ça, etc. Mais j'étais très bon dans les préventes, puis j'étais très bon à ce moment-là, sans le savoir, à donner l'impression aux gens qu'il y avait un hype à participer à la brand ou à l'événement. Les gens pensaient qu'elle allait avoir, exemple, 500 personnes, j'avais même pas vendu un billet encore. Tu sais, fait que là, tu viens jouer un peu sur la psychologie des gens, puis là, il va y avoir du monde. Mais comment ça fonctionne, les événements? Le monde amène le monde. Fait que s'il pense qu'il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. Puis là, quand il est vraiment rendu avec du monde, il y a encore plus de monde qui vient. Fait que c'est comme ça que je faisais. Puis moi, les événements, c'était ça qui me...
à ce moment-là qui me ramenait plus mon argent, là, comme entre 16 18 ans. Parce que j'ai jamais vraiment eu des mois, j'ai jamais fait de l'argent à des exemples, dire ok, chaque mois je fais 4 000 $. Je pourrais pas te dire chaque mois comment je fais, parce qu'un mois je vais faire moins 20 000 puis l'autre plus 20 000. C'est vraiment ultra variable quand t'es en business. Faut que tu sois capable de vivre le stress de comme ok, pendant un an je fais pas d'argent, ou pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 2 semaines, pendant X nombre d'années. On a parlé de comment tu as commencé, on a parlé, on a fait un petit détour vers où tu es présentement, on a parlé de ta petite triche de t'es au cégep, mais t'es pas au cégep. Ouais. J'aurais envie que tu nous parles justement de la première fois que tu t'es écarté un petit peu de prône quand t'as parti. Je dis la première fois, évidemment il y a eu d'autres petites aventures à travers tout ça, mais j'aimerais que tu nous parles de Brodam, de justement ce premier pépin-là, entre guillemets, que tu as rencontré à travers Prône, de bon, les tresses plein de stock, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première aventure dans la production de vêtements, la broderie, comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, ça a été malade. Ben, on dirait qu'à chaque fois que je compte quelque chose, c'est malade. Tout est malade. À ce moment-là, je pense, c'est là que je catchais que j'étais plus entrepreneur. Quand je commençais à faire la production. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. C'était les broderies Hubby qui est devenu Brodam aujourd'hui. Puis, j'arrive, je vais voir mon père. Je dis, je vais acheter une machine. Puis tout ça, ça coûtait 4 500. Je payais le reste. Puis, je voulais qu'il me passe 2000 pour que moi, il me reste 2000. Dans le fond, j'avais l'argent au complet, mais je voulais garder 2000 parce que je voulais pas continuer de travailler. Je me suis dit, ce 2000 là, il va me servir de backup le temps que je fais des contrats ou whatever que je fais. Fait que mon père, il dit non, je trouve pas que c'est une bonne idée. Là, je suis comme, c'est une petite bonne idée, là. Puis là, mon père, il savait comment je suis. Moi, j'aime ça les projets en business. Des fois, je peux faire un projet un mois, puis surtout à ce moment-là. Moins maintenant, mais à ce moment-là, je peux faire un projet un mois, je le craquais à fond, puis personne n'en entendait parler. Mon père fait de la business aussi. Fait que là, il disait, ça va être la même affaire. Fait que là, finalement, je le convainc, il me passe 2000$. Il dit, parfait, moi, je suis à la banque. Chaque mois, tu me donnes le temps. Genre 100$ par mois, 200$ par mois, je m'en rappelle plus. Là, ça part. Jette une Brothers Use. Encore là, je suis naïf, là. Jette une Brothers Use, là. C'est complètement con, là. Je conseille à personne de faire ça. Jette ça, 4500, parfait, je suis content, je vais voir là-bas, je dis au gars, montre-moi comment ça marche, parfait. Pas l'air si compliqué. Elle arrive chez nous. Puis, là, je suis pas capable de faire ça. Ça a pris 2 mois, là, genre. Back then, il y avait pas, c'est pas aujourd'hui, tu peux tout trouver sur YouTube, là. Tu pouvais trouver plein d'affaires sur YouTube dans ce temps-là, quand même. Tu sais, tu voulais changer tes breaks de short, tu trouvais la vidéo. Mais une Brothers, là, je garantis, il y avait pas de cette vidéo. Fait que là, le manuel, toutes les affaires, ça marche pas. J'ai pété la machine une couple de fois. Après 2 mois, je réussis à faire fonctionner. Mais moi, je paye à mon père pareil pendant ce temps-là, puis je suis pas capable de produire mes vêtements. Faut que je continue à stocker de l'inventaire chez le fournisseur, commander chez le fournisseur, puis stocker mes vêtements de prompt, puis tout ça, etc. Fait que ça a été un petit pépin. Puis là, 2 mois après, je réussis à faire fonctionner la machine. Puis là, un moment donné, de où que ça a parti, pourquoi j'ai commencé vraiment à broder pour d'autres, c'est qu'il y a un gars qui me dit, hey, je voudrais partir ma marque de vêtements. Tu peux le faire. Comment tu charges? Il n'y avait pas de ChatGPT à ce temps-là, fait que tu trouves Google, tu essaies de trouver des listes de prix, il n'y en a pas. Puis là, après ça, c'est là que c'est venu que, ok, je vais broder pour les autres, puis c'est bien plus payant. J'ai ma brand, exemple, chaque 60$, un ou deux, ça va dire c'est 60$. Exemple, 10 ventes, faut que je vende à 10 personnes. C'est de la job, là. Tu trouves 10 personnes qui achètent ton 10 à 60$. Mais, trouver une personne qui m'achète 10 au 10 à 40$, bien plus facile, on va dire, entre guillemets, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, à un moment donné, ça l'a décliqué. J'ai commencé à me faire connaître à cause des clients que j'avais. J'ai eu le cycle, que c'est donc ultra payant. Je pouvais travailler une journée de broderie par semaine. Je pouvais vivre ma semaine facilement, là, genre vraiment facilement. Fait que là, dans le fond, ça a été ultra payant. Mes sorties de bord, on va dire, ont commencé un peu là. Fait que je sortais. Je faisais une journée de travail par semaine. J'étais content, let's go. Ça payait toutes mes brosses, toutes mes affaires. Puis les 4 autres journées, je travaillais pareil quand même, mais j'avais pas besoin de faire de la production. À un certain moment, il m'arrive l'opportunité de Papa. J'ai un choix à faire. J'ai dit ça, continuer à faire de la production. Je perds un peu d'intérêt vers ça, mais genre, je veux pas le perdre. Tu sais, comme je dis, c'est comme un enfant, tu fais comme, t'as un rattachement, tu sais. Mon ex, qui était tombé partenaire de prompt à 5%. J'ai une opportunité pour toi. Je te donne, je te finance, je m'en fous. Je veux juste pas que la compagnie la ferme. 50%. Je vais tout te former, tout ça, etc. Une fille très créative, très marketing, à part dans sa folie d'idéologie. Et boum, elle sort l'idée Brodam, full brandé, plein de création de contenu. Là, c'est là que Brodam arrive. Puis là, elle arrive, elle dit, j'ai une idée exceptionnelle. J'ai vu ça aux États-Unis. 100 quantités minimum
minimum, c'est rendu la mode. Compagnie de broderie puis d'impression là, dans les vieilles usines, là, ça marche plus ça. On part avec cette idée-là, let's go, je suis willing, j'embarque avec toi. Puis on part là-dedans puis ça devient incroyable. Le premier mois, on rouvre le site, je sais plus comment on le fait, mais c'était dans les dizaines de milliers. Puis ça a juste continué comme ça avec les mois. Puis là aujourd'hui, on en existe encore. Puis on continuait quand même à faire les entreprises parce que c'était ma force, les entreprises. J'étais capable facilement de faire vendre mon rêve, de faire vendre mon idée, puis de faire affaire avec moi, le petit jeune de 18-19. Prendre dans le fond par la suite, il y a un délaissement, c'était beaucoup trop de jobs. Fait qu'à la place, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on le vend encore en boutique, on le vend encore sur le site web, il n'y a plus de démarche marketing qui est faite pour prendre, mais on continue à vendre, puis on continue quand même là, à l'avoir là, au niveau de la compagnie. Puis ça, justement, de toucher brièvement, comment tu as vécu ça d'être un jeune, fin d'adolescence, début vingtaine, puis de placer en entreprise, essayer de vendre ton produit et ton entreprise? Au début, c'était tough. Je dirais 17 jusqu'à 19 peut-être, parce que j'étais bloqué sur mon style vestimentaire. Fait que là, moi, j'étais comme non. Moi, je dis, c'est pas à cause que tu t'habilles avec des trous, puis ci, puis ça, puis blablabla, que tu peux pas vendre, puis tu peux pas ci, tu peux pas ça. C'était dur parce que j'arrivais à quelque part, j'avais le premier jugement. C'est facile. Aujourd'hui, j'arrive comme ça, vous avez un jugement X. J'arrive la même journée, puis j'ai des trous partout, j'ai tresque là, j'ai les cheveux couleur, c'est ça. Vous allez avoir un autre jugement X. Je dis pas qu'il va être bon, qu'il va être négatif ou positif dans un des deux cas, mais il va être différent. C'est sûr, inconsciemment. Alors, à ce moment-là, j'étais capable de closer pareil, là. Il n'y avait pas d'enjeu. Mais je travaillais 2 fois plus pour closer un client parce que justement, quand il me voyait arriver, il était de même, là. Je le voyais, les épaules faisaient ça de même, t'sais. Fait que tu sais que t'as pas mal plus de job. Finalement, il commençait à me parler, puis il était comme ah, sharp, ok, parfait, on t'essaye. Fait que là, il essayait, bon, exemple, une 12aine. Puis là, finalement, après ça, une 50aine, une 100aine. Parce qu'il aimait la relation, il aimait la rapidité. Parce que ça restait que le service était bon. Puis le contenu, pas le contenu, mais les vêtements, ils étaient bons. Tout était bien fait. Puis des fois, je travaillais jusqu'à 3-4 heures du matin s'il fallait, là. Tu sais, oui, je sortais, mais la job était toujours faite. Puis elle était faite rapidement. Fait que j'ai réussi à bâtir mon nom comme ça à ce moment-là. Mais c'est la journée que j'ai fait, OK, Henrik, tu pourrais au moins mettre un polo, tu sais, quelque chose, là, tu sais. Faut pas y mettre, t'as pas un veston cravate, mais arrive avec un polo au moins, là, ou un polo rose, tu sais, au pire, fait que t'es dans ton style un peu encore, mais t'as un polo, tu sais, fait que à ce moment-là, genre, tu sais, la première image, la première perception est devenue pas mal moins pire. C'est top, surtout quand tu vois, tu sais, même au niveau des fournisseurs, j'ai été chanceux, certains m'ont donné une chance. Mais d'autres voulaient pas me donner cette chance non plus, parce que tu as 17 ans. C'est quoi, tu pars ton idée, dans 2 semaines, t'as arrêté parce que t'as juste pogné un buzz dans ton cours avec ton ami, puis t'es comme non, je prends même pas le temps de te parler, tu sais. Fait que, pis ça m'a apporté des super bonnes relations. Parce que ceux qui m'ont donné leur chance, ils ont fait de l'argent avec moi en parce que genre, je leur donnais toute la job. Même si c'était plus cher des fois, je leur donnais la job. Parce que c'est important dans la vie, autant que les amis, famille, whatever what. Quand il y a des gens qui sont là pour vous, ça a pris du temps quand même la rencontre, mais quand il y a des gens qui sont là pour vous, c'est important que vous le sachiez et que vous vous en rappelez. Parce que, à un moment donné, ces gens-là, ils ont été là pour vous. Une journée, vous allez réussir, vous allez avoir quelque chose. C'est important qu'ils restent avec vous, ces gens-là. T'sais. Je vais sauter une couple d'affaires aussi, puis on reviendra, là, mais tu sais, tu as parlé au début que bon, ça a commencé avec Prone, après ça, c'est devenu, il y a eu Brodam qui s'est rajouté, tu as investi dans l'immobilier, tu as commencé après ça à travailler comme consultant, tu as eu le pop avant, etc. Fait que tu es devenu comme un peu un entrepreneur en série, quasiment compulsif, tu as multiplié les projets et tout ça. Y a-tu un moment à travers tout ça où tu t'es mis à te sentir comme épuisé, là, tu t'es mis à te sentir que là, tu commençais à t'approcher de ta limite? Ouais, ben c'est ça, c'est quand j'ai eu mon pop-up, vers la fin, c'était là, je me suis beaucoup posé de questions. Si à ce moment-là, quand j'étais sur le bord de vendre, comme on va dire un peu avant, pendant puis un peu après, c'est là que je me suis posé comme question. Souvent, je dis est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire dans la vie, la business, à ce moment-là? Je fais ça depuis j'ai 16 ans. Ma première job, j'ai eu à 11 ans. J'ai été salarié jusqu'à 16. Depuis mes 16 ans, je fais juste de la business. Fait que je connais que ça. Fait que là, à ce moment-là, j'étais comme, c'est vraiment ça que je veux. Tu sais, je suis capable de faire plus d'argent en étant salarié. Tu sais, dans le sens, si je tomberais vendeur demain, là, je demanderais à Guillaume, là, mets-moi devant un ordi, vendre là, de 8h jusqu'à 5h, je fais pas mal plus d'argent que ce que je fais live. Là, c'est sûr à 100%. Mais c'est ça le pattern qui est venu à ce moment-là, parce que là, tu
tu sais, là, je gère comptabilité, tu gères les employés, puis là, c'est rendu compliqué, tu sais, puis là, ci, puis là, ça, puis blablabla. Là, t'as le marketing, t'as tel client qui fait chier, là, tu l'envoies chier toi ici parce que t'as perdu patience, t'as une journée de merde. Non, mais c'est ça, parce que t'as la fatigue qui a cumulée, puis c'est vraiment ça la réalité qui arrive, là. Scram, là, fais-moi de l'air. Fait que tu deviens désagréable autant avec tes clients, tu deviens désagréable avec ton équipe, tu deviens désagréable avec tes amis, puis en tout cas, c'est le gros pattern. Puis c'est vraiment ça que je veux quand je sais que je peux faire autant d'argent que je fais en étant vendeur ou quelque chose pour quelqu'un d'autre. Puis là, c'est eu l'année de réflexion que j'ai voyagé, tout ça, etc. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme mon premier, on va dire, mandat de consultation. C'était avec un créateur de contenu, je faisais une agence marketing là, qui font la création de contenu puis tout ça. Puis j'aimais ça, c'était genre, c'est le fun. Le gars, il venait de lancer sa business, puis là, je le voyais, des étoiles dans les yeux. Puis je me disais, est-ce que moi, je ferais pas de la business, j'aurais-tu des étoiles dans les yeux? Tu sais, je serais-tu autant content? Puis ma réponse a été rapidement non. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu beaucoup de réflexions, puis ça, je pense qu'on en a parlé à la dernière fois aussi, mais c'est à ce moment-là, je dis pas l'argent, je m'en fous, c'est pas une question d'argent. Qu'est-ce que je fais? J'aime ça. C'est là après ça que je fais, ok, non, je veux être entrepreneur, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, mais je veux décider les projets que je fais, puis je veux que les projets me fassent triper. J'aime mieux faire moins d'argent, mais si le projet me fait triper, let's fucking go, on le fait, puis on a du fun. C'est vraiment important. Moi, puis Guy, on est partners depuis 1 an et demi, 2 ans. Tout le temps, si c'est de la merde, on arrête. J'aime mieux perdre tout l'argent qu'on a investi dans le projet qu'on fait actuellement. Je m'en calisse. Faut que ça soit le fun. Si c'est pas le fun, on arrête. J'aime mieux donner, j'aime mieux perdre cet argent-là, je m'en fous. Faut que ça soit nice. Mais ça, c'est aussi avec le temps, puis la force de faire beaucoup de rétrospection. Le 1% par jour, il vient aussi de ça aussi. Puis quand tu dis c'est de la merde, j'imagine que c'est pas seulement comment ça se passe dans l'entreprise en tant que telle, comment tu le filmes, mais tu sais, tu parlais aussi, les gens sont désagréables avec toi, toi tu deviens désagréable avec les autres, puis tu sais, tu parlais de tes employés, mais tu sais, j'imagine, quand c'est le cas, par exemple, de Guillaume qui est tes amis, ou d'Alexia qui est ton ex aussi, c'est pas des entreprises de plusieurs centaines d'employés, c'est des personnes avec qui éventuellement se développent des relations professionnelles qui sont limites avec des relations personnelles. Ouais. Ça, à quel point tu sens que ça pèse dans la balance de fun, pas le fun, dans le sens que tu reviens chez vous le soir et tu te dis hey, quel genre de personne j'ai été moi dans ces relations-là aujourd'hui, puis est-ce que j'aime ça être cette personne-là? À quel point ça tu penses que ça a eu une influence? 100%, parce que tu sais, j'ai eu des business que j'ai perdu des partners qui étaient des bons amis, là, tu sais, fait que à chaque fois qu'il arrive un embûche, tu te remets en question et tout, puis tu sais, j'ai perdu des amis à cause des projets puis tout ça, puis tu te dis que peut-être pour arriver, puis même des relations, là, j'ai perdu des blondes aussi parce que je travaillais trop ou parce que j'étais trop dans mes affaires, puis après ça tu fais de réflexion, tu te dis est-ce que j'avais besoin de tout mettre ce temps-là, est-ce que j'aurais pu passer plus de temps avec cette personne-là? La réponse c'est toujours oui, mais est-ce que je l'ai fait? Non. Tu sais, fait que oui, ça pèse énormément dans la balance, tu sais. Puis moi, Guy, en plus, on habite ensemble. Fait que là, on habite ensemble, on travaille ensemble, on va au gym ensemble, tu sais, on voyage ensemble, tu sais. Fait que, tu sais, si on se pogne, là, on se pogne pas, là, mais tu sais, si on se pogne, tu sais, c'est une journée longue à tabarouette, là. Tu te lèves le matin, puis t'es de même, là. Puis là, nos bureaux sont à côté, fait que là, t'es de même encore. Ça arrive pas, tu sais, mais oui, ça pèse la balance. Pareil pour Alexia, tu sais. Je veux dire, ça reste qu'à la fin de la journée, il y a une relation beaucoup plus amicale maintenant, mais qui était amoureuse il y a très longtemps. Fait que tu sais, faut faire attention aussi avec ça. Quand j'ai quelqu'un dans l'équipe que j'ai aucune relation personnelle avec cette personne-là, ma communication et mes réactions sont complètement différentes. Parce que j'ai aucun attachement à part collègue. Tu sais, fait que oui, il y a une grosse différence là. Ma communication va être beaucoup mieux quand j'ai une relation personnelle avec la personne. C'est-tu important pour toi d'entretenir des bonnes relations avec les gens avec qui tu travailles? Ouais, ben oui, 100%, c'est plate. J'aime mieux avoir, par exemple, quelqu'un dans l'équipe qui est moins bon puis positif que quelqu'un qui est ici tout en négatif. Je veux pas ça. Moi, je trouve ça ultra important dans une équipe. Tu sais, c'est comme une pomme pourrite puis les pommes à côté, ils vont tous être pourrites. Ça se propage. Mais tu sais, pogne un leader positif, ça va se propager aussi. T'sais. Fait que moi, j'ai tout le temps la vision de si c'est un négatif, là, ça va tout rendre tout le monde négatif, j'en veux pas. Fait que, ouais, c'est important d'avoir une bonne relation avec l'équipe. Puis de tout faire pour que la relation soit bonne, que ce soit dans les activités, que ce soit au day-to-day. C'est con, salut, ça va, passe une belle journée, oui, toi. Ok, il est content, tu sais. Ben, puis juste, je sais que c'est peut-être pas nécessairement pour ces raisons-là, mais juste l'idée justement le webshop, tu sais, qui était très lucratif, mais qui t'apportait pas justement peut-être cette satisfaction personnelle-là, ben t'as préféré le laisser aller plutôt que de le garder, puis dans les faits, ça pourrait
continuer de générer de l'argent pour toi sans Ah oui, nécessairement... aujourd'hui, tu es encore très payant. Puis comme en est, tu fais des choix. Puis des choix que je suis très heureux d'avoir fait aujourd'hui. J'ai fait des affaires, tu sais. Fait que, à la fin de la journée, souvent, on pense que tout est une fin. Tu sais, t'arrives autant, tu as une relation, exemple, tu te sépares de ton chum ou de ta blonde, c'est la fin du monde. Mais tu sais, il y a une vie, là. Tu sais, il y a quelque chose qui continue, tu retrouves ta personne éventuellement, ainsi de suite. Je dis ça a l'air facile, dis même, c'est bien que c'est pas comme ça le processus, mais c'est pareil pour tout, tu sais, que tu as un projet que tu as mis toute ton énergie puis ton cœur, tu sais, ça fait chier, mais tu sais, il y a d'autres choses après, d'autres choses qui s'en viennent. Puis souvent, c'est tout le temps plus positif, parce que tu es tombé meilleur. Je veux demander peut-être ce qui s'en vient pour toi, ou le présent puis peut-être le futur. Tu as parlé que des dernières années, tu t'es développé une expertise en e-commerce. Je pense que c'est ce qui est présentement et ce qui s'en vient pour toi. C'est quoi pour toi les gros défis de ce secteur-là, peut-être plus spécifiquement e-commerce de mode, mettons, présentement et les prochaines années? Le gros défi, c'est que tout devient plus accessible et facile. Les gens qui avaient un skill site, ben là, avec l'intelligence artificielle, exemple, ben leurs skills sont rendus là. Fait que le gars, pour qu'il soit bon, il fallait que son skill soit là. Fait que là, il devient son skill normal. Fait que c'est un peu la même chose au niveau du e-com actuellement. C'est que tout a tellement été vite avec l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Puis tu sais, même dans le mode, là, c'est rendu facile. T'as plus besoin d'un studio. Tu fais ton mock-up, tu le crées sur un faux humain, puis il a l'air d'un vrai humain, puis il danse avec ton vêtement, puis tu as de la vidéo promotionnelle. Fait que la game, elle a changé énormément. Mais il y a un autre côté, le e-com est en croissance incroyable. Il y a des entreprises physiques qui ferment pour devenir 100% en ligne. Fait que, il y a une opportunité là-dedans qui cesse de grossir, puis surtout depuis le COVID. Depuis le COVID, là, les personnes âgées qui achetaient pas en ligne, qui achetaient toujours en vrai, maintenant achètent en ligne. Ils ont compris comment ça fonctionne une carte de crédit. Une brand, qu'elle soit physique ou en ligne, après, c'est une question de branding. Tu regardes des brands qui sont plus high, plus luxury, les gens vont l'acheter, ils vont pas l'acheter en ligne, ils veulent vivre l'expérience que tu retrouves pas en ligne. Ça, c'est une autre opportunité. Que, exemple, moi, je lance des produits, faites un produit il n'y a pas longtemps, c'est pour arrêter de fumer. Le monde n'ira pas l'acheter en ligne, c'est encore là, tu ne veux pas vivre l'expérience, tu vas l'arrêter de fumer là-dessus. Il n'y a pas un cheminement de branding plus loin. Mais dans le vêtement, il y a une opportunité incroyable. Premièrement, dans tous les cas, c'est sûr qu'il faut aller en ligne. N'importe quel business, on est rendu là en 2025. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. Malheureusement, même si je sais qu'il y a des gens qui sont un peu moins ouverts à ça, mais c'est là qu'on est. Mais oui, pour les marques de vêtements, les brands, là, il y a une grosse opportunité là-dedans. Le défi, je dirais, c'est que la compétition, mais ça l'a toujours été parce que les gens ne se rendent pas compte. Puis ça, c'est comme l'immobilier. Les gens disent « l'immobilier live est trop cher ». Mais il y a 20 ans, le monde disait à ma affaire, l'immobilier est trop cher. Le meilleur moment de se lancer, c'était hier, puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, puis c'est pareil pour une brand. Parce que des brands, il y en a qui rouvrent puis qui ferment chaque jour. C'était de même il y a 8 ans aussi. Il n'y avait pas aucune différence, même si aujourd'hui c'est plus facile d'en ouvrir une, il y en a autant qui rouvrent qui ferment qu'il y a 8 ans. Pas plus facile, mais c'était plus rapide, on va dire. Avant, il fallait que tu écris ton site tout à la main, c'était long. Maintenant, tu mets dans le chat, puis ça prend 5 secondes. C'est ça qui fait que c'est plus facile, mais c'est les mêmes enjeux tant qu'à moi. À mon point de vue, ça c'est mon point de vue. Puis qu'est-ce qui fait, justement, avec toute ton expérience d'entrepreneur du secondaire jusqu'à aujourd'hui à 24 ans, qu'est-ce qui fait de toi un bon consultant en e-com? Je pense que c'est ma volatilité. Ma volatilité, pour moi, est un défaut, mais aussi une opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça a fait en sorte que beaucoup de projets que j'ai faits, ils n'ont peut-être pas scalé comme qu'ils auraient dû scaler, mais par contre, ça a fait en sorte que j'ai une connaissance incroyable sur plusieurs domaines. Demain, là, viens me parler d'immobilier, on va pouvoir en parler longtemps. Viens me parler de bourse, viens me parler de trading, on va pouvoir en parler longtemps. Viens me parler de brand, on va en parler longtemps. De production de vêtements, de produits promotionnels, viens me parler de voyage, on va t'en parler pendant très longtemps. De marketing, de création de contenu de Facebook, ads, Google Ads, whatever, name it. J'ai une optimisation d'intelligence artificielle. J'ai géré beaucoup d'employés aussi. Fait, whatever, là, c'est juste pour dire que ma volatilité, c'est quand j'arrive comme consultant ou quand je fais du coaching, c'est que tu vas me poser une question, là, et je vais pas juste à ramener sur ton projet. Parce que moi, je vais être comme ça. OK, mais t'avais-tu pensé à cette direction-là, là-bas? C'est ma force beaucoup en consultation. Tu sais, fais de la consultation des affaires, je connaissais rien. Même des fois, tu vas aller voir des coachs là, de hockey, whatever, on n'a jamais mis des crises de patin. Tu sais, puis son coach, pareil. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. T'as pas besoin de le faire pour le comprendre. C'est un peu ma vision. Je le fais, là. Tout ce que je coach. C'est plus pour imager la chose. Je dirais que c'est ma volatilité qui fait ma différence. En ce moment, je coach des gens
Puis il me pose des questions. Exemple, il y en a un en particulier avant hier, il me posait des questions sur l'immobilier. Puis c'est du coaching des coms. Là. Il est content, hein? Comme tabarouette, Henrik, j'aurais jamais eu cette knowledge-là, cette expérience-là, j'aurais pris n'importe quel autre coach en e-com, parce qu'il fait juste des coms. Puis malgré justement toute l'expérience, puis tous les changements que tu as pu apporter, puis justement tous ces pas de recul-là que tu as pu faire, est-ce que tu sens qu'il y a encore des défis que tu as présentement, autant comme au niveau personnel qu'au niveau de toi comme entrepreneur? Est-ce des affaires que tu es encore en train de regarder et de dire comme moi, ça faut encore que je travaille là-dessus, ou ça, il y a encore comme, j'ai encore du chemin à faire sur ces... Ouais, ben on a toujours du chemin à faire. Ouais, on n'est jamais comme ici. Puis la journée que tu penses que t'es ici, t'as juste trop d'ego, là. Genre, parce que je crois que quand t'es bon sur ton travail, sur toi-même personnel, t'es encore meilleur en business. Fait que je travaille beaucoup sur mon personnel, sur devenir une meilleure personne moi-même, autant avec mes relations, autant avec mon physique, autant avec mon mental et tout. Je continue énormément, puis même plus qu'avant à le faire. Puis je vois la différence, c'est incroyable. Aujourd'hui, là, je prends encore mes cafés, mes whatever, là, mais des fois, je les oublie tellement que je suis comme, j'ai trop d'énergie, ça va trop bien. Puis même des journées que ça va pas bien, parce que c'est pas à cause que je dis que ça va tout le temps trop bien, que ça va tout le temps trop bien. On a toutes des mauvaises journées comme n'importe qui. Je suis capable de face. Puis j'ai un contrôle mental plus efficace. Décider de chaque jour me poser une question dans ma tête sur quelque chose que j'ai fait de bien ou de pas bien dans ma journée. J'ai décidé de me cultiver. J'ai décidé de partir, d'aller apprendre d'autres langues. J'ai décidé de tout faire ces choses-là qui font aujourd'hui que je sens que je progresse. Je progresse à devenir une meilleure personne. Puis jamais assez meilleur pour les autres, puis assez meilleur pour moi-même. Mais au moins j'ai une progression. Fait au niveau personnel, c'est ça. Je continue à essayer de devenir meilleur puis de performer. C'est comme business. Au niveau entrepreneurial, je dirais que j'essaie beaucoup plus de juste comme m'en foutre. Tu sais, quand je fais de quoi, je me gasse pas grave. Genre, même si ça coûte 500$, on l'essaye, on va voir puis on s'en fout. Avant, j'avais plus une restriction là-dessus. Maintenant, je m'en fous. Let's go, on essaye. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous venaient en tête? Selon ton expérience, quelle qualité, mettons, un bon entrepreneur aurait? Soit au niveau professionnel, personnel. Un bon entrepreneur, selon toi? Passionné. Parce que c'est comme vague. Il pourrait te dire, exemple, quelqu'un qui a de la drive ou quelqu'un qui est un bon gestionnaire, quelqu'un qui est bon avec les chiffres. Tu vas toucher quand même tout à ça. Mais à la fin de la journée, plus dur, c'est de continuer. C'est pas ça qui est plus dur, mais dans le sens que je veux dire, c'est que tout le temps les embûches. T'es en mode solution de problème tous les jours. C'est ça que tu fais. C'est ça ta job. Être entrepreneur, c'est régler les problèmes. Les bons problèmes sont le fun parce que là, tu règles le problème de ton client, tu trouves des solutions, t'améliores ta business, t'es toujours en optimisation. Mais je dirais passionné. Parce que quand t'es passionné de quelque chose, là, quand t'es passionné de ton chum, exemple, ou ta blonde, que t'es passionné de ton projet, t'es passionné de ton sport ou ton art, c'est pas des questions que tu te poses. Parce que t'es passionné, t'as du fun. T'sais? Fait que moi, c'est ça que je dis aux gens. Ils me disent, hey, tu travailles combien d'heures par jour? Je dis, moi, combien d'heures par jour tu joues au soccer? Je sais pas, je tripe, c'est pas une job, c'est la même affaire. Fait que moi, je le vois pas comme une job parce que je suis passionné. Puis la journée que je vais le voir comme une job, comme que je l'ai déjà vu comme une job, ben c'est là que je vais arrêter puis où je vais changer de projet. Puis la passion, je parle pas juste au niveau entrepreneurial, je parle d'une vie générale. C'est que si tu es passionné par ta relation, même si tu arrives de quoi à ta job, ben ça va faire en sorte que tu vas quand même te sentir plus bien puis si tu es passionné dans ta relation. Je dirais la passion, c'est the word, mais ça, c'est mon avis à moi. Merci pour ta réponse. Pas trop? Ça fait, je pense, c'est la cinquième ou sixième année que Henrik vient nous parler. Cinquième, je pense. Je trouve que c'est toujours pertinent parce que le parcours d'Henrik il part de jeunesse, premièrement, puis a démarré dans le domaine de la mode, puis comme je mentionne, c'est d'aller s'aventurer à plein d'autres endroits. Puis c'est comme je vous mentionnais aussi au départ, puis comme Henrik l'a très bien expliqué, c'est un parcours qui est très teinté de qui il est comme personne. C'est pas juste un parcours qui a été vécu en silo. Souvent on a l'impression, à tort, que l'entrepreneuriat c'est il y a l'entrepreneur puis il y a la personne puis que ça se touche pas du tout. Parce qu'Henrik, c'est une très belle preuve à quel point au contraire, c'est une seule et même personne qui vit des réalités qui sont très interconnectées les unes aux autres. Puis aujourd'hui, je pense que c'est très bien intégré un à l'autre, puis tu continues d'avancer là-dedans. Parce que moi, personnellement, je te souhaite que ça continue d'aller comme tu le veux. Puis merci beaucoup d'être venu encore nous voir ce matin. Je suis vraiment content de toi que tu n'avais pas vu. Ouais, c'est ça. Je suis dans ma caverne, moi, tout le temps. Fait que, merci beaucoup, Henrik. Merci d'être venu. Merci, Guillaume.